après son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo, ce géant de l'Afrique centrale, a du mal à prendre de l'envol. Pourquoi ce blocage? Suivons quelques éléments de réponse à travers cette réflexion de M. Eric Mukuna de la société civile. Il est administrateur de l'ASBEL Entre Ciel et Terre. Je suis l'un des administrateurs du groupe ETEC Entre Terre et Ciel qui œuvre dans plusieurs domaines d'activité. J'ai aujourd'hui la chance, l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur l'échéance du 30 juin 2021 qui va fêter les 61 ans de la RDC. Et aujourd'hui, donc, il est question de pouvoir, je crois, échanger un peu les analyses. Et en tant qu'un des représentants de la société civile, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose quand même les bonnes questions. Ça fait plus de 60 ans maintenant, 61 ans aujourd'hui, que nous fêtons l'indépendance. Mais aujourd'hui, bon, effectivement, avec les tests, avec la période Covid, on ne fêtera pas. Mais je crois que ça peut être l'occasion justement de se poser justement un peu une introspection pour essayer de comprendre, 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce qui fait que nous soyons encore autant en retard quand on voit certains pays qui, il y a quelques années, étaient derrière nous, qui aujourd'hui nous dépassent. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous personnellement, dans l'analyse qu'on peut en tirer, c'est effectivement le mot à la mode aujourd'hui qui est le changement de mentalité. Mais il faut comprendre c'est quoi le changement de mentalité. Et récemment, nous avons eu à échanger avec un sociologue. D'ailleurs, c'est le chef de département sociologie et anthropologie à l'UPN. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont essentiels justement pour nous permettre de comprendre le blocage psychologique que nous pouvons avoir quand on parle de changement de mentalité. Et pour ça, j'ai eu à donner un exemple. J'espère que ça ne va pas choquer nos compatriotes. Mais imaginez par exemple un Congolais qui est agent de ménage dans une structure, à Utex Africa ou dans une banque, qui ça fait 20 ans qu'il fait ça, il sait faire son travail, il sait faire son métier, il le fait même très très bien. Et bizarrement, ce papa, quand il rentre chez lui, mais il va appliquer totalement d'autres réflexes. C'est-à-dire que dès qu'il est dans le taxi, il se comporte différemment. Dans son quartier, il se comporte différemment. Il peut jeter les affaires dans la rue, il peut pisser au coin d'une rue, il peut. Alors, c'est qui nous amène quand même à ce problème de savoir que lorsqu'on veut parler d'indépendance, pour qu'on puisse s'approprier l'évolution de notre pays, il est quand même important qu'on se repose d'abord nous-mêmes nos propres turpitudes. Je ne veux pas accabler ce papa qui est agent de ménage, agent d'entretien, parce qu'on peut aussi très bien parler des plus nantis, des cadres, des responsables, des politiques, qui, on le voit, si je prends un cadre banquier qui, sur la route, tout d'un coup, il baisse la vitre pour pouvoir jeter son mouchoir ou sa banane qu'il a pu manger peut-être dans la voiture, à la rue. Ça peut être aussi nos politiques qui doivent aussi donner l'exemple quand on parle de changement de mentalité. Comment accepter qu'un responsable, enfin un employé qui quitte chez lui, il va se prendre les embouteillages et qu'il voit tout d'un coup des officiels qui passent en voiture avec perte et fracas, des fois sur des routes qui ne permettent même pas de faire déjà 2 bandes, et on se retrouve à devoir se caler sur les caniveaux pour pouvoir les laisser passer. Eh bien, je suis désolé, le changement de mentalité, c'est aussi leur responsabilité de faire en sorte que nous puissions être tous responsables. Donc je parlais de ce papa agent d'entretien qui, quand il rentre chez lui, doit continuer à appliquer ces gestes-là de salubrité, de sanitaire. Je parle de cet employé qui doit rentrer chez lui, mais qui sur la route peut baisser la vitre pour jeter quelque chose à la rue, ou même des officiels. Donc vous voyez qu'ici, quand je parle de changement de mentalité, dans le cas précis de cet exemple, c'est qu'il y a un blocage psychologique. Et que je recommande, en tout cas dans mon analyse, dans notre analyse, c'est de recommander effectivement aux autorités publiques, lorsqu'il y a ce type d'idée, ce type de concept, quand on parle de changement de mentalité, que ce ne soit pas seulement un concept qui soit fait par des bureaucrates, mais qu'on utilise aussi le savoir-faire et la méthodologie des sociologues, des psychologues. C'est comme ça que tout à l'heure je faisais référence au chef de département de sociologie et d'anthropologie, parce que c'est eux qui sont dans l'analyse de la société, c'est eux qui peuvent après donner les éléments de langage, qui peuvent donner les éléments d'appropriation pour que la population congolaise, lorsqu'on parle, on ne les accuse pas, hein, nous sommes tous congolais. Quand je dis, je fais cette distinction en fonction des profils, en réalité c'est nous sommes tous responsables de notre changement de mentalité et notamment de l'évolution de notre pays. Ce même exemple, on peut le donner pour les gens qui voyagent. Pour ceux qui ont la chance d'aller dans d'autres pays, vous verrez que bizarrement, dès qu'ils sont dans ces pays-là, ils se comportent très bien. On voit ici, dans la période de Covid, on voit avec les barrages policiers par exemple, on voit comment le Congolais se comporte avec son frère congolais, policier, d'autorité de l'État. Et pourtant, vous allez constater que ce même monsieur, quand il est en Europe, ou peu importe, hein, dans un pays étranger où les règles sont à appliquer, et bien finalement, ce même monsieur va respecter la loi, va respecter la règle. Vous ne le verrez pas comme ça jeter même son bout de pomme par terre parce qu'il sait que si on l'attrape, il peut avoir des amendes. Alors ça pose vraiment un problème de pourquoi
on sait qu'on peut adapter notre comportement lorsqu'il y a des règles, mais n'oublions pas que le Congo, quoi mal nous fasse, c'est que les règles existent. La loi congolaise, elle est quand même assez vaste. Et maintenant, ce qui pose problème souvent, et on le dit dans beaucoup de débats, c'est la mise en application. La mise en application des lois. Les textes existent, je crois qu'il faut les appliquer. Et les pouvoirs publics doivent trouver le moyen de les appliquer. Et nous, les Congolais, lorsque nous sommes en infraction, on doit être capable d'accepter que nous sommes en infraction. On le voit aujourd'hui encore des fois avec certaines vidéos qui circulent. Lorsqu'on parle de couvre-feu, on voit les policiers qui arrivent, etc. Mais ça part en bataille. Ça part en bataille alors que normalement, il faut déjà être conscient que nous sommes en tort. Ça nous est tous arrivé. Je ne veux pas critiquer quelqu'un ici en particulier, mais quand on est en tort, on doit accepter la sanction. Or ici, on est en tort et puis on ne veut pas accepter, on veut toujours négocier. Et bien c'est tous ces problèmes, ces mécaniques de pensée qui font qu'au final, le développement du pays est difficile. Parce qu'on habitue les gens à ici c'est vraiment comme ça, ou est-ce que d'abord c'est toi qui vas arranger le pays, est-ce que. Et ça, il faut trouver les mécanismes de langage pour faire accepter aux Congolais que l'appropriation du développement, c'est aussi lui-même. Alors ici, effectivement, le message d'espoir, c'est déjà de se rappeler une chose. On parle souvent de la potentialité de ce pays, enfin même pas de là, des potentialités de ce pays. Que ce soit en termes de forêt, que ce soit en termes d'eau, que ce soit en termes de richesse minière, etc., même en termes d'agriculture avec les terres arables. Donc vous voyez qu'on a quand même un pays qui est très riche, et c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir, et je crois qu'il donne beaucoup d'espoir même à certaines diasporas quand ils reviennent ici, c'est de savoir qu'effectivement le Congo est un Eldorado. On le voit avec le nombre de nationalités qu'il y a dans ce pays et qui savent qu'effectivement, avec les multinationales, qu'il y a vraiment un intérêt pour ce pays et donc on doit pouvoir se réapproprier ça. Et pour pouvoir se réapproprier le Congo, il faut reconnaître d'abord notre identité. Et éviter de repartir encore dans ces guerres tribales qu'on entend souvent. Il y a eu une campagne il n'y a pas encore quelques mois où on mettait 450 égale 1 pour montrer que malgré les 450 ethnies de ce pays, nous faisons un peuple uni. Nous devons faire un peuple uni. Et ça, il faut déjà pouvoir le rappeler que nous sommes un peuple uni. Une fois que ça c'est fait, c'est effectivement maintenant de se regarder, de se tenir la main, parce qu'on ne peut réussir qu'ensemble. Il y a un adage qui dit seul on peut aller vite, mais à plusieurs on peut aller plus loin. Et je crois que le Congo, s'il veut réussir aujourd'hui, c'est comprendre que c'est à plusieurs qu'on peut aller plus loin. La richesse de ce pays doit nous emmener à être dans le top 10 mondial. Ça doit être notre objectif, ça doit être une vision, c'est quelque chose qui doit être ancré pour avoir de la fierté nationale. Vous savez, lorsque vous allez dans d'autres pays, vous constatez par exemple que tel président, par exemple le président de la France et le président de l'Allemagne, ils vont signer des accords aujourd'hui pour construire des autoroutes qui vont permettre la facilitation de transport logistique entre les deux pays. Mais cette route-là, elle va peut-être prendre 10 ans, elle va peut-être prendre 30 ans à être rentable. Mais ils le font déjà maintenant et peut-être que ce ne sera même pas eux qui vont bénéficier de ce travail-là. Et vous constaterez que le président qui vient 25 ans plus tard, c'est lui qui inaugure cette route, qui en retire tous les lauriers. Mais c'était en amont déjà. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un problème de continuité de l'État. Et que ce soit de l'État au niveau politique, mais même dans les administrations, même dans les sociétés. Vous voyez que quand quelqu'un arrive dans une société, directement, il va avoir ses gens à lui, parce qu'il n'a pas confiance aux autres. Vous voyez un politique qui rentre dans un cabinet, il va avoir ses gens à lui parce qu'il n'a pas confiance aux autres. L'administration de ce pays doit avoir une continuité. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, dans les politiques, il faut une continuité. Et ça, ce n'est possible que si on regarde dans un même chemin. Il y avait à l'époque, je crois qu'au niveau du plan, un document qu'on appelait le document réduction stratégie pays, DCRP, quelque chose dans ce sens-là. Et il est important justement de pouvoir faire un plan commun. C'est-à-dire que tous les partis politiques, peu importe leur obédience, leur tendance, on doit pouvoir se retrouver pour dire ce pays, si on veut le faire évoluer les 20 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut? Indépendamment des clivages. Il faut redynamiser le secteur routier, le secteur ferroviaire, le secteur, là je parle au niveau de la logistique, donc l'aviation, le fluvial et le terrestre. C'est une obligation qui dépasse même des visions d'un parti. C'est un développement d'un pays. Ça, c'est des choses où, à un moment donné, tous les partis doivent se mettre ensemble, toutes les forces, toutes les intelligences, pour dire, bon voilà, regardez que plusieurs fois, il y a eu des projets parce que le Congo, n'oublions pas, il est au centre de l'Afrique. Et donc, c'est-à-dire qu'il a comme ça une transversalité qui lui permet de rayonner dans toute l'Afrique centrale et même dans toute l'Afrique. Comment on peut accepter qu'aujourd'hui, il y a des projets, par exemple, de ferroviaire, où on va vous expliquer qu'on va venir du côté de la Côte d'Ivoire, etc., jusqu'au Cameroun, et que dès qu'on va arriver au Congo, ça s'arrête, et on va du côté du Rwanda, du Burundi jusqu'au Tanzanie, le projet continue. Et vous voyez que toute la partie RDC est restée vide. Et donc là, ça pose vraiment un problème de pourquoi on ne s'approprie pas ce type de projet. Ce n'est pas le projet d'un individu, ce n'est pas le projet d'un parti, c'est le projet d'un pays. Et c'est ça qui peut faire développer. Donc quand je parle des infrastructures
donc logistique, ferroviaire, routière et fluviale. Mais on peut aussi parler de problèmes de l'appropriation, comme l'a dit le président. Pourquoi toujours rester dans les mines? On peut parler aussi du secteur agricole. On parle de terres arables, mais ces terres arabes-là, c'est une potentialité. Regardez les grandes puissances aujourd'hui, par manque de terre, commencent à investir de manière géostratégique d'autres pays pour leur assurer une certaine production. On doit pouvoir être capable aujourd'hui. On a participé il y a quelques semaines à la journée de lutte contre la faim, la journée mondiale de lutte contre la faim. Ce n'est pas normal, dans un pays comme le nôtre, d'abord, un, qu'on importe autant, et deux, de s'imaginer qu'il y a des gens qui mangent mal ou qui meurent de faim. Dans un pays où on peut cueillir et on peut manger comme ça, à même le sol, tellement on a des richesses. C'est pour ça que je dis sincèrement, il faut, au-delà des ambitions politiques de certaines personnes, rappeler, et c'est là où je parlais justement du ministère du Plan, pour revenir un peu dans le sujet qui nous concerne, qu'il faut un plan qui soit un plan de vision, qui soit un plan de vision nationale qui parte sur 20, 25 ans, 30 ans. Regardez dans d'autres pays, on vous dit voilà le monde, notre pays en 2030, dans 2040, dans 2050, il sera comme ça. Mais nous, notre pays, même ici à 2023, on se pose encore des questions. On n'a pas le temps de se projeter beaucoup plus loin. Et ça, ce n'est pas normal. On doit se projeter beaucoup plus loin. Et là, ça nous permettra de mettre les jalons nécessaires aujourd'hui pour justement encadrer cette nouvelle jeunesse qui arrive, qui seront justement les acteurs de demain. Bon, c'est vrai que la question de l'assainissement est un vrai problème. Il est un problème qui dépasse simplement le simple fait de l'environnement, parce qu'il y a aussi des aspects sanitaires, donc de la santé, qui peuvent rentrer en cause. D'ailleurs, il y a un adage qu'on dit en ce moment, quand on n'est pas propre, on est malade. Donc il faut vraiment faire attention à ce que notre environnement soit sain. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le blocage de l'assainissement par rapport à la ville qu'on appelait Kinshasa-la-Belle, c'est encore toujours le même problème de vision en réalité. Quand je dis problème de vision, ça veut dire quoi? Il y a un besoin immédiat de la population de répondre à ce besoin. Mais aux politiques, de pouvoir y répondre, ils y répondent des fois par des actions qui malheureusement, même si je suis partenaire avec la ville, qui malheureusement sont des actions ponctuelles qui ne permettent pas une pérennité dans le temps. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde veut que Kinshasa redevienne propre, mais il faut des moyens. Donc le Quinois qui met la pression à la ville, c'est vrai, il faut le faire tout le temps, parce que la ville est redevable aussi, mais les politiques ne peuvent pas y répondre en mettant juste 2-3 poubelles ou en faisant des actions le samedi. Il faut avoir une vision à long terme. Je m'explique encore un peu plus en détail. Allez, comment expliquer qu'on peut aller motiver une centaine de jeunes, des milliers de jeunes, chaque samedi, à balayer une route? Soyons un peu sérieux. Effectivement, c'est bien, c'est une action ponctuelle. Mais ce sable-là, pour le mettre où? Pour le remettre dans les caniveaux? Pour obstruer, là où les mêmes gens qui passent jettent encore des bouteilles d'eau, des sachets en plastique, etc. Donc vous voyez que là, ici, il y a un problème d'approche globale de la problématique. En notre sens, et c'est là où il faut avoir les éléments de langage pour expliquer à la population, effectivement, c'est un dossier épineux, c'est un dossier qu'il faut prendre à bras-le-corps, mais il faut nous laisser le temps. Alors, dans ce temps-là, nous pouvons mener des actions ponctuelles, comme les campagnes Kingo Peto, etc. Mais nous sommes en train de travailler sur un plan global d'assainissement des déchets. Pourquoi? On sait aujourd'hui que les déchets ont une valeur. Dans d'autres pays, le déchet, d'ailleurs, on l'appelle plus déchet, on l'appelle matière première. Parce qu'on peut le recycler, que ce soit le plastique, le papier, tout est recyclable, en tout cas en grande partie. Ce que nous avons ici, par exemple, à Kinshasa, avec le centre d'enfouissement technique, qu'on appelle les CET, dans d'autres pays, ça n'existe même plus. Ils appellent ça les CEDU, c'est-à-dire les centres d'enfouissement des déchets ultimes. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les déchets, on va essayer de les valoriser un maximum, que ce soit de la valorisation énergétique, transformation pour en faire du charbon bio, transformation pour en faire du compost, des fertilisants, transformation pour en faire un nouveau produit. On sait que le plastique peut être transformé de plusieurs façons. On le voit aujourd'hui à Kinshasa avec les recycleurs qui œuvrent dans le plastique comme Clean Plast, Recovad, Congo Salubrité. Il y en a pléthore. Ils arrivent à transformer le plastique pour en faire du pavé, pour en faire des pots, des seaux, pour en faire des chevrons, pour en faire des matériaux de construction et même des œuvres d'art. Donc vous voyez, comme ça, on peut consommer le déchet de manière indirecte grâce aux recycleurs. Mais ces recycleurs-là, malheureusement, aujourd'hui, quand bien même ils peuvent aussi être partenaires avec la ville, ils ont un problème de visibilité, dans le sens où on doit pouvoir faire comprendre, et c'est ça le schéma global de l'assainissement, c'est qu'autant nous sommes producteurs de déchets, ça nous le savons, mais comment on doit se comporter par rapport aux déchets. C'est vrai que nous, au niveau des Tech Environnement, on a essayé de mettre en place une campagne qu'on appelait les Super 7 pour essayer d'expliquer chaque filière déchets, quels sont ses débouchés. C'est ce qui va permettre déjà, en âme et conscience, à nous tous qui sommes producteurs de déchets, de faire du tri et de pouvoir être en contact régulier avec les recycleurs. Et dans la seconde partie, avec les recycleurs justement, c'est de leur créer de la visibilité
pour pouvoir permettre à consommer leurs produits. Parce que lorsqu'on consomme des produits recyclés, quelque part, on consomme nos déchets, donc ça veut dire qu'on permet d'assainir. Hein, ça paraît un peu brutal dit comme ça, mais je pense qu'il y aura l'occasion d'y travailler dans des ateliers ou en conférence avec tous les concernés pour justement expliquer cette chaîne où nous-mêmes, Congolais, Quinois, nous consommons, donc nous produisons des déchets, comment on doit se comporter par rapport à ce déchet, par rapport à des collecteurs qui doivent être agréés pour s'assurer que ces collecteurs-là vont aller dans des décharges appropriées. Et c'est là maintenant le vrai débat. Parce que tous ces collecteurs aujourd'hui, ça c'est la petite parenthèse, ils vont jeter où? Il y a le projet Paro qu'il y avait à l'époque où ils avaient prévu une soixantaine de décharges dans la ville. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a moins de 10. La plupart sont devenus des décharges sauvages. Alors c'est-à-dire que même si aujourd'hui je suis un collecteur agréé pour opérer, venir chercher les déchets chez vous, c'est qu'après je veux les jeter où? Alors c'est là où il faut créer une chaîne. Donc c'est là où je parle de vision globale. Il faut créer une chaîne directement avec les recycleurs quand c'est possible. Parce que d'abord, ça leur permet d'avoir des déchets de meilleure qualité. Donc il peut leur faciliter aussi le processus de transformation. Et à partir de là, améliorer aussi le rendement. Parce que c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, la plupart des recycleurs qui sont dans Kinshasa sont des petites entreprises, ce sont des fois des artisans, donc ils font avec les moyens du bord aussi. Et donc ce n'est pas forcément évident, ce qui fait que le produit au final peut être un peu plus élevé qu'un produit concurrentiel. Mais il faut soutenir ces opérateurs, les recycleurs, parce que c'est en consommant leurs produits qu'on les aide aussi à assainir la ville. C'est vrai que les 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo vont passer un peu sous silence avec cette période de pandémie. Mais ça peut être aussi l'occasion, je crois, à travers de ce type d'émission que propose la RTNC, de débattre et de débattre vraiment dans les sujets de fond. Hein, d'arrêter d'être dans le m'as-tu vu, d'arrêter dans les effets d'annonce et de débattre vraiment autour d'une table parce que ce pays, il est à nous tous. Hein, il n'est pas un Congolais en particulier, il n'est pas un politicien en particulier, quel que soit son aura, il est vraiment à nous tous. Et l'avenir de nos enfants, c'est aussi de pouvoir à un moment donné mettre de l'eau dans son vin et s'asseoir autour d'une table. Moi, je serais déçu. Comme on le voit aujourd'hui, la plupart, si je prends le secteur de l'enseignement, vous verrez que la plupart des personnes, dès qu'ils ont un peu de chance, eh bien, ils vont envoyer leurs enfants à l'étranger. Hein, une fois, on faisait ce genre de blague. Comment expliquer que le ministre de la Santé, quand il veut se faire soigner, lui, il prend un avion pour se faire soigner ailleurs. Le ministre de l'Éducation, il prend ses enfants, il les envoie ailleurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un, ça ne va pas. Le ministre de l'Agriculture, lui, il va dans les beaux magasins où il achète des produits importés. Il y a un, ça ne va pas. Et on doit prendre conscience de ça. Et je crois même qu'au niveau de la présidence, il faut à un moment donné instaurer, il faut à un moment donné réformer et faire en sorte que, pour donner l'exemple, eh bien, eux qui sont justement au pouvoir, qui peuvent être aussi ce déclic, eh bien, montrent l'exemple des fois par justement à consommer local, à faire en sorte que quand il y a un problème dans le milieu de la santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour le réhabiliter? Dans le milieu de l'éducation, pourquoi mes enfants devraient aller à l'étranger et pourquoi je ne peux pas les faire étudier ici? Qu'est-ce qui bloque dans l'éducation? L'agriculture, alors qu'on a des terres arables, pourquoi on doit continuer à consommer importer? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on produise l'agriculture? Ce sont des vraies questions de fond qu'il faut absolument avoir. Et l'occasion aujourd'hui du 30 juin, c'est justement l'opportunité. Et je remercie encore la RTNC de me permettre de pouvoir m'exprimer, j'espère au nom de la masse. Dans les 20 prochaines années, la RDC puisse avoir une aura beaucoup plus importante dans le monde. Vous venez là de suivre M. Eric Mukuna de la société civile, administrateur de l'ASBEL entre ciel et terre. Oui, si nous plaçons l'intérêt commun de notre nation au-dessus de nos clivages ethniques, tribales, idéologiques et politiques, nous pourrons faire de ce beau pays un État fort et prospère. En ce 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous, peuple congolais, sommes appelés à y réfléchir profondément. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.